Ok. Bien, bonjour à tous. Merci pour les habitués et les fidèles de notre rendez-vous du samedi matin. Est-ce que tu m'entends bien, ou Lionel? Tout le monde m'entend bien? Moi, je t'entends très bien, ouais. D'accord, je me suis octroyé le privilège de faire ma conférence dans le jardin. Donc, il y a un petit peu de bruit, mais il fait beau. Alors, en tout cas, c'est vrai que depuis le début du confinement, nous avons traité plusieurs thématiques, les opportunités, les analyses de marché, la crise et ses effets, le chemin pour devenir rentier, la location saisonnière, courage, vision et passion. Et là, nous allons traiter un sujet qui est aussi d'actualité, les stratégies d'investissement, mais au regard de tout ce que nous avons appris pendant cette période de confinement, ben maintenant, c'est savoir est-ce qu'on passe à l'offensive ou est-ce qu'on est plutôt dans une posture défensive. Alors, c'est un petit peu le sujet que Lionel va traiter avec nous ce soir, cet après-midi, je veux dire. Et donc, chacun a son regard, chaque professionnel a son regard et son approche liée à cette crise. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de partager et d'avoir la vision d'un professionnel et son regard sur l'après-crise. Alors en tout cas, Lionel, on a toujours un grand plaisir à t'accueillir. On aime bien t'avoir plutôt en conférence, mais bon, là on est en visio. Et, et donc, on va pendant 1 heure parler avec toi, échanger avec toi. Donc, bien entendu, vous pourrez poser des questions. Et en fin de séminaire, eh ben, je relayerai les questions à Lionel qui tentera d'y répondre. En tout cas, merci à toi, Lionel. Bonjour à tous Pas de et problème. on peut commencer. Merci. Ok, ben bonjour à tous. Merci, merci d'avoir rejoint ce webinaire. Alors, le sujet, évidemment, il est pas simple, hein, parce on est dans une phase d'incertitude. Et effectivement, on peut aujourd'hui dire tout et son contraire, presque. Donc, en fait, j'ai structuré la présentation en 3 grands pans. La première chose, je pense, c'est un petit récap des éléments importants qu'il faut bien avoir en tête parce que pour choisir une stratégie, il faut analyser la situation. Et en fait, je pense que c'est très difficile de donner des stratégies sans partager avec vous la façon dont moi j'analyse la situation et comment, à mon avis, vous devriez aussi approcher le choix de votre stratégie. Ensuite, on va rentrer dans des conseils, dans des détails un petit peu plus directs par rapport aux conclusions qu'on aura tirées de l'analyse de la situation. Voilà. Donc, la première chose la première question que j'ai envie de poser, c'est finalement, cette crise du Covid, c'est grave ou c'est pas grave? Et ça, malheureusement, je ne sais pas le dire. Et je commence par vous dire que je ne sais pas lire l'avenir, mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui auraient des certitudes, je ne sais pas en avoir en tout cas. Donc, la meilleure façon finalement d'approcher les choses, c'est d'appliquer une méthode d'analyse et d'analyser les éléments qu'on a à notre disposition au jour d'aujourd'hui, sachant que à partir de lundi, on va entrer dans un nouveau chapitre de cette crise et jusqu'à maintenant, on a des prédictions, mais voilà, on va finalement commencer à voir les vrais chiffres et la vraie réalité de ce qui va se passer après le Covid. Donc, il y a une première chose qui est, à mon avis, importante et je vous encourage à vraiment garder ça en tête tout au long de cette présentation. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie ici, on est sur l'immobilier, mais c'est important quand on analyse les choses et quand on essaie de définir une stratégie. En gros, les biais cognitifs, c'est deux choses. C'est soit on surestime un risque qui a finalement une faible probabilité d'arriver, soit on sous-estime un risque qui est quand même relativement important, qui a de fortes chances d'arriver. Donc, typiquement, un accident d'avion, il n'y en a pas beaucoup, mais beaucoup de gens ont très peur de prendre l'avion, les tremblements de terre pareil, et
on peut finalement surestimer le risque que ce soit une situation dramatique pour nous. Et à contrario, on peut être amené à sous-estimer le fait que typiquement le Covid puisse être effectivement une situation très grave pour l'économie et qu'on rentre dans une phase de récession assez sévère. Et quelque part, à votre échelle, que vous vous retrouviez dans une situation où un bien qui est très bien loué aujourd'hui, il se retrouve vacant. Voilà. Donc ça, j'attire votre attention là-dessus parce que je pense qu'il faut avoir une attitude de distanciation par rapport aux faits et par rapport à la situation actuelle. Donc, le deuxième point important avant de rentrer dans le détail, c'est ce qu'on appelle le bien de modèle mental. Donc, en fait, quand vous avez une situation, typiquement une crise, vous avez toujours tendance, enfin, on a toujours tendance, je suis aussi partie de cela, on a toujours tendance à essayer de rattacher ce qu'on voit et ce qu'on vit à ce qui s'est passé ou ce qu'on a vécu par le passé. Donc, typiquement, là, on est dans une situation de crise économique, alors pas véritablement crise financière pour l'instant, mais enfin une crise. Et donc, on aurait tendance à se dire, bon, est-ce que c'est plus grave que 2008? Est-ce que c'est moins grave, etc. Du point de vue de l'immobilier aujourd'hui, une chose fondamentale, c'est que les transactions sont gelées. Il n'y a pas eu de transactions en fait depuis le début du confinement, puisque pas de visite, pas de transaction. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc en fait, on est dans une situation où l'immobilier est à l'arrêt, tout simplement. La grande question, c'est comment l'immobilier va repartir. Est-ce que ça va être une situation finalement, un retour à la normale assez rapide ou pas? Il y a un premier point qui me paraît être un point de logique pure, c'est que évidemment, il y a eu un confinement, il y avait un certain nombre de transactions qui avaient été entamées juste dans les dernières semaines de février, premières semaines de mars, qu'il faudra terminer. Des financements qui ont été obtenus, des dossiers qui n'ont pas été totalement ficelés, mais qui ont bien avancé. Et ces transactions, elles vont reprendre naturellement à partir de lundi. Les gens vont finalement signer et finalement faire leur acquisition. Donc, vous aurez un stock de transactions qui vont arriver sur le marché à partir de mi-mai jusqu'à mi-juin, je pense, et qui sont finalement des transactions qui étaient là déjà avant. Donc, ils ne sont pas véritablement la température du marché post-crise, enfin, post-période de confinement. Donc, j'attire votre attention sur le fait que n'allez pas trop vite en besogne quand vous allez vous-même faire votre propre analyse, parce qu'effectivement, là, je vous donne des outils, mais après, évidemment, l'intérêt, c'est que ce soit une analyse que vous fassiez vous-même. Vous ne serez pas forcément d'accord avec tout ce que je vais dire ici. Il y a des choses, j'espère, vous ne serez vraiment pas d'accord, mais en tout cas, ça, c'est un fait. Et finalement, on ne peut pas tellement le contredire. Il y a des transactions qui sont dans le pipeline et la vraie température du marché ne sera ressentie finalement qu'après que ces transactions-là soient exécutées. Donc ça, c'est les points importants de contexte que je voulais préciser avant de rentrer dans le détail. Alors, quels sont les faits? Bon, il faut parler de ça. Les faits, c'est que on a une crise économique mondiale qui va aussi toucher la Martinique. Ça, je ne vous apprends rien, mais c'est important de le dire. Aujourd'hui, vous pouvez lire dans toute la presse économique qu'on attend une contraction du PIB de l'ordre de 10%. Sachant, alors, je parlais de quelque chose de tout à l'heure, du fameux biais. Évidemment, moi, je vais toujours comparer à ce qu'on a vu. On a vu qu'en 2008, c'était plutôt de l'ordre de 3 à 5%. Donc, on est quand même dans quelque chose qui, selon les prédictions, semble être quand même plus intense que ce qu'on a déjà vécu. Pourquoi je parle du PIB? Parce que finalement, c'est un indicateur de l'économie, de l'activité économique, et on verra par la suite que ça a des répercussions sur la façon dont les acteurs économiques se comportent dans l'immobilier. Donc, comme je vous l'ai dit, le marché de l'immobilier est en arrêt quasi complet. Et une question qui est fondamentale, c'est quelle sera la psychologie des acheteurs et des vendeurs à la sortie du confinement? Donc, en gros, quand vous étiez dans un projet de vente immobilière au début de l'année 2020, vous vous êtes dit, OK, là, je vais vendre des actifs que j'ai.
comment vous allez réagir? Pareil, vous étiez en quête d'acquisition, vous cherchiez des transactions. Comment vous allez réagir après la période du confinement? Et ça, c'est fondamental parce qu'évidemment, vous savez pertinemment qu'une transaction, c'est la réunion d'un acheteur et de vendeur. Donc, il est finalement assez important que les deux acteurs soient plus ou moins d'accord. Et finalement, une transaction se conclut quand les deux sont d'accord sur un prix. Okay, le prix, c'est la cristallisation d'un accord finalement entre un acheteur et un vendeur. Alors, aujourd'hui, les premiers éléments qu'on a, parce qu'en fait, encore une fois, le marché étant à l'arrêt, personne n'a d'informations avérées. Mais les premières estimations qu'on peut avoir en discutant avec des agents, en discutant, en lisant un peu la presse et par rapport à certains sondages qui ont été faits, c'est que les acquéreurs de résidences principales vont a priori continuer à poursuivre leur projet. C'est des gens qui ont préparé généralement leur projet d'acquisition, qui ont souvent plus ou moins épargné, qui ont déjà fait des analyses de leur budget et sous réserve qu'on soit dans une situation où, catastrophique où ces personnes-là perdent leur emploi, a priori, ils vont continuer leur projet. Le seul élément, c'est quand. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aura pas un report de quelques mois de leur projet, soit parce que ils se disent qu'ils peuvent faire un petit gain financier, hein, tout simplement, en renégociant, ou en se disant, ou par rapport à la banque qui finalement ne donne pas les accords souhaités. Donc, là-dessus, je pense qu'on peut considérer que la situation est relativement, en tout cas, on peut être relativement confiant. En ce qui concerne maintenant les investisseurs, là, l'équation est beaucoup plus difficile à résoudre parce que le marché immobilier, en fait, un investisseur immobilier, il va toujours analyser trois aspects. Enfin, en tout cas, la prise de décision va reposer sur trois éléments à l'échelle macroéconomique. La première chose, c'est l'emploi. C'est-à-dire, en gros, est-ce que les gens ont plutôt tendance à, s'ils perdent leur emploi, à en retrouver un facilement, à garder leur emploi? Est-ce que l'économie fonctionne bien ou pas? La deuxième chose, c'est la situation vis-à-vis du crédit. Donc, est-ce que les taux sont bas? Est-ce que les taux sont hauts? Est-ce que l'accès au crédit est facile ou pas facile? Et la situation, comment les banques réagissent tout simplement vis-à-vis du financement d'investissement immobilier. Et la troisième chose, c'est quelle est leur vision sur l'avenir? Parce que vous savez qu'il y a deux éléments en fait dans un investissement immobilier. Il y a la rentabilité locative, ça c'est une première chose, mais il y a aussi l'augmentation de la valeur capitalistique du bien. C'est-à-dire j'achète 100, mais dans 2 ans, mon bien va valoir 120 ou 130, etc. etc. Donc, cette croissance, est-ce qu'on est sur une courbe ascendante des valeurs immobilières ou est-ce qu'on est sur une courbe descendante des valeurs immobilières? Et ça, c'est un aspect qui est fondamental parce que la rentabilité, elle n'est pas que dans percevoir des loyers ad vitam aeternam. Vous voulez être, en tant qu'investisseur, capable d'acheter, louer, revendre et réaliser votre plus-value. Donc, la plus-value, la réalisation de la plus-value, elle repose sur une certaine forme de confiance de ce que vous pensez que l'avenir va amener à la valeur d'achat, finalement. Et donc aujourd'hui, compte tenu de l'incertitude que l'on constate par rapport à la crise, a priori, ce qu'on peut dire déjà, en tout cas, beaucoup d'investisseurs considéreront et on va rentrer dans le détail, que l'emploi, bon, n'a pas trop de visibilité, le crédit, on verra, on va en discuter, l'avenir, point d'interrogation. Donc en gros, on aura techniquement un écart qui va se creuser entre un vendeur qui, comme tout vendeur, va avoir en mémoire le prix qu'il avait déjà en tête en janvier, en décembre, en novembre. Il avait à peu près une bonne idée du prix
qui voulait vendre son bien, et un investisseur qui, lui, va se poser la question, mais est-ce que je suis en train d'acheter au point haut de la courbe? En gros, quel est mon degré de confiance vis-à-vis de l'avenir? Est-ce que, certes, la rentabilité locative, ça, on n'en parle pas, mais la plus-value, est-ce que je vais réussir à la réaliser à court, moyen ou long terme? Ça, c'est un point fondamental. Et en faisant quelques recherches, j'ai pu… alors, encore une fois, on est dans du ressenti, mais en métropole, déjà, on voit que… donc ça, c'est Meilleur Agent, qui est un site internet qui finalement est entremetteur entre des acheteurs et des vendeurs. Et les uns et les autres peuvent finalement donner leur avis par rapport à la valorisation, à l'estimation de ce partenaire, de cet interlocuteur, enfin de cet intermédiaire, j'ai envie de dire. Et donc, vous voyez la ligne bleue qui est ce que l'estimateur donne. Et ben, évidemment, les vendeurs pensent que c'est généralement plus ou moins 5% au-dessus. Et les acheteurs, ben, techniquement, ils pensent que c'est plus ou moins 5% en dessous. Et ben, depuis le confinement, on voit que cet écart-là s'est creusé. Il a même presque doublé. Parce que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, l'aspect de confiance en l'avenir, l'aspect de réalisation de la plus-value immobilière est moins évidente pour beaucoup d'acteurs du marché. Donc, il faut s'attendre à un écart, à ce que l'écart entre les acheteurs et les vendeurs, en tout cas en termes de ce que les uns sont prêts à mettre et ce que les autres sont prêts à laisser passer, à vendre, se creuse. Et aujourd'hui, on est quand même déjà, alors, on est déjà sur un écart de 20 points, de 20%, ce qui est par rapport à 10% généralement, historiquement, selon cet intermédiaire. Donc, ça, c'est a priori des éléments, des constats qui sont liés à l'incertitude. Maintenant, je vais essayer de redescendre rapidement les 3 points qu'on a vus, donc qui sont l'emploi, le crédit et la confiance. Alors, l'emploi, sans faire je ne suis pas là pour faire de la macroéconomie, mais c'est important que vous ayez ces éléments-là en tête parce qu'encore une fois, vous devez vous-même faire votre analyse. Et quand vous allez analyser une transaction, il faut que vous descendiez chacun de ces 3 points. Donc, je ne vous apprends rien sur le fait que la crise du point de vue de l'emploi va coûter à l'État très cher et que beaucoup d'entreprises auront des difficultés financières. Je ne parle même pas des restaurants qui sont fermés, on n'a pas encore de date d'ouverture, mais de toute façon, le temps que l'économie reparte et que les contrats se signent, etc., il y aura pas mal d'entreprises qui vont subir des difficultés. Modulo le fait qu'en Martinique, on reste quand même dans un environnement où il y a beaucoup de fonctionnaires. Donc ça, c'est un petit point pour vous quand vous allez analyser vos transactions. Sécurité de l'emploi, toujours très intéressant. Mais après, bon, il faut avoir une vision plus globale de ce qu'est la situation. Donc, quand vous êtes dans une entreprise qui potentiellement a des difficultés, bon, ben, à la base, la prime que vous aviez prévue, l'intéressement, des participations, toutes ces choses-là, bon, ben, pour 2020, il faut peut-être un peu oublier et quelque part se contenter, être bien heureux de conserver son emploi. Sur le chômage partiel, alors évidemment, bon, ben, ça permet à beaucoup de garder leur emploi et ça permet à beaucoup d'entreprises de ne pas passer dans des plans de licenciement massifs. Mais encore une fois, là, on va finalement sortir autant on sort du confinement, bon, on va aussi sortir du chômage partiel. Et là, les vraies questions vont se poser pour les chefs d'entreprise. Et il est fort probable que des professions libérales, des indépendants, des artisans, ils voient leurs revenus chuter. Alors, de façon plus ou moins importante, mais en tout cas, on n'est pas dans une situation où on peut imaginer que les revenus vont augmenter. Donc, on a un risque sur la qualité de la demande, n'est-ce pas? Puisque bon, quand vous n'êtes pas sûr que vous allez avoir le même salaire que vous avez eu en 2019, bon, c'est plus difficile pour vous de vous projeter dans le futur. Puis aussi sur le profil des locataires. Parce qu'évidemment, si vous êtes locataire et que vous perdez votre emploi, il faudra faire des choix. Alors, le loyer, ça reste quand même un pôle de dépenses fondamentales.
Mais si la situation est difficile, vous allez appeler enfin, vos locataires vont vous appeler et vont vous demander des aménagements, ils vont s'excuser, ils vont vous dire que c'est un moment difficile, etc., et que malheureusement, ils ne peuvent pas forcément payer leur loyer. Donc attention à ça. Ce que je viens de dire, évidemment, vous allez trouver exactement le diamétral opposé. C'est-à-dire des gens qui disent non, 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 finalement, l'État s'en est bien sorti, le chômage partiel, ça marche très bien, on va s'endetter, ils vont s'endetter pour payer le chômage partiel et puis on va repartir comme avant. Malheureusement, on ne sait pas. Attendons un peu, mais gardez bien en tête que finalement, on ne sait pas. Deuxième point, le crédit. Alors, sur la partie du crédit, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps parce que ça, je pense que c'est le cœur névralgique de ce qui va se passer dans les prochains mois. Il faut que vous ayez bien en tête une première chose, c'est que depuis le début de l'année 2020, la Banque de France donc avant Covid, là je parle même pas, on n'est pas encore en train de parler de la crise, mais avant Covid, et là je vous ai mis un article pour vous montrer la date, donc c'est le 21 janvier 2020, le Haut Conseil de stabilité financière encourageait déjà les banques à réduire l'accès au crédit, c'est-à-dire à être moins agressifs sur les taux d'endettement qu'ils offraient à leurs clients. Et donc, vous avez quand même une situation au début de l'année 2020 qui était, bon, on va réduire un peu la voilure parce que, bon, on a peur d'une surchauffe de l'économie. Il y a quand même des conditions de prêt qui sont très favorables aux investisseurs et aux particuliers. Et tout en haut, on dit aux banques, bon, faites un petit peu attention, il va falloir revenir au bon vieux ratio 1/3, 2/3 et arrêter de faire des financements trop longs. Donc, ça vous pose la psychologie des responsables d'établissements bancaires avant la crise du Covid. Donc, ils étaient déjà dans une tendance de plus ou moins durcissement. D'accord? Et là, on rentre dans une situation où, certes, les banques n'ont pas, enfin, tous les dispositifs d'État, les banques ne sont pas en direct à risque, sauf que le prêt garanti État, ça reste quand même 10% de risque pour la banque, et il y en a beaucoup. Donc, en gros, le coût du risque pour la banque, de manière générale, je parle d'établissement bancaire de manière générale, il augmente. Donc, en rajoutant ce que je viens de dire, plus cette situation-là, on est déjà dans un cadre où les banques vont se dire, bon, c'est une situation un peu difficile du point de vue de notre bilan comptable. Et donc, on va éviter de prendre des risques et de prendre des risques pour nos clients, tout simplement. Donc là, je vous ai mis, alors, à contrario, les taux restent bas et je n'anticipe pas qu'ils augmenteront parce que, bon, il y a tout un mécanisme sur les taux grâce à la BCE, enfin, on passe ça, mais a priori, les taux ne remonteront pas. Je ne dis pas qu'ils vont baisser. Alors là, je vous ai mis les éléments. Alors ça, c'est à l'échelle nationale, mais en gros, le taux moyen a pris 0,5%, grosso modo, entre décembre et avril, donc fin du mois d'avril. Bon, c'est pas, voilà, c'est juste, à mon avis, un réajustement structurel par rapport à la crise, mais ça, voilà, on n'est pas sur 1% ou des choses comme ça. Par contre, l'activité, alors évidemment, modulée par rapport au fait qu'il y a eu du confinement, donc les gens les comités de crédit n'ont pas travaillé, etc., etc. Mais c'est quand même un élément significatif. Donc, on a sur le trimestre, donc sachant que quand on regarde le premier trimestre, le confinement, c'est 2 semaines en mars. Donc, c'est à peu près 15% du temps. OK? Bon, 15% du temps, au final, on a moins 25% de prêts qui ont été accordés sur le marché du crédit.
Donc, la grande question, c'est quel sera ce chiffre dans un mois, dans 2 mois, etc. Donc, moi, ce que j'anticipe, c'est qu'effectivement, il va y avoir forcément une contraction de l'accès au crédit. Donc, les banques vont fort probablement réduire et rendre plus difficile l'accès au crédit. Ça peut être, alors il y a du bon et du moins bon là-dedans, et on va en discuter tout à l'heure. Mais pour vous donner un ordre d'idée, parce que bon, après, moi, j'essaie toujours de savoir, bon, ok, moins de crédit, mais combien en moins? Quand on regarde historiquement, on voit que le point bas, il est finalement à 50. Enfin, c'est une base 100. Donc, si le point bas, il est à 50, la crise de 2012, là, c'est la modification qu'il y a eu sur les PTZ. Donc, en fait, il y a eu une chute des prêts accordés. Et donc là, vous voyez où on est en avril. Si on redescend au point bas, on passe on perd 40%. Donc en gros, moi j'anticipe que dans un scénario défavorable, on peut avoir une réduction du nombre de prêts accordés de l'ordre de 40%. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que les banques, elles vivent du prêt. Donc elles vont prêter, mais elles ne vont pas prêter autant. Donc, elles vont prêter à ceux qu'elles considèrent comme étant solvables. Tout simplement parce que ce n'est pas une volonté de ne pas donner de l'argent, c'est une volonté de réduire le risque. Donc, on est dans une situation où les emprunteurs qui ont de l'épargne et du cash et qui ne sont pas surendettés déjà, ils seront favorisés. Je ne dis pas que ceux qui sont illiquides ou ont déjà un beau taux d'endettement n'accéderont pas au crédit, mais ce sera probablement un petit peu difficile. Donc, pourquoi j'ai fait tout ce background-là? Parce que, évidemment, ça a un impact sur le nombre de transactions. Parce que qui dit moins de crédit, dit moins de transactions. Et forcément, potentiellement, une conséquence sur les prix. Donc, tout ça pour mettre un peu le décor de votre stratégie, de la stratégie que vous allez appliquer quand vous allez approcher le marché immobilier à partir de la semaine prochaine. Alors, deuxième point qui est important, c'est cette notion de confiance. Okay? Donc, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Est-ce que vous avez confiance que les valeurs de l'immobilier vont continuer à augmenter ou pas? Est-ce que vous pourrez réaliser une plus-value à moyen terme? Bon, je ne vous cache pas que le secteur de la location saisonnière, c'est toujours bien de voir comment les acteurs principaux réagissent parce qu'ils ont tendance à réagir plus vite et de façon un petit peu plus intense. Donc Airbnb, ils n'ont pas fait dans le détail, ils ont licencié un quart de leurs employés. Aujourd'hui, nous, à la Martinique, on est impacté par l'aérien. Donc, forcément, comment l'aérien va s'organiser pour que nous, on ait des touristes et comment les gens auront confiance de prendre l'avion et de se dire que venir à la Martinique 1 semaine ou 2 semaines, je ne parle même pas du risque de Covid. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un risque de tomber malade. Je parle juste de comment on sera rassuré sur le fait que le fonctionnement du transport aérien est optimal. Okay, voilà. Donc ça, je vous laisse réfléchir. Mais effectivement, on est forcé de constater qu'aujourd'hui, on n'a pas les réponses. Pour le secteur immobilier, café, hôtellerie, restauration, pour ceux qui investissent dans l'immobilier commercial, risque important parce que tout simplement, pas de revenus. Donc, pas de revenus, les charges, difficile de les payer. Donc là-dessus, j'attire votre attention que la confiance, elle est vraiment en berne. Évidemment, je reste sur le secteur de l'immobilier commercial parce que c'est important, puis qu'il y a des investisseurs qui apprécient la rentabilité qu'offre un local commercial. On a forcément, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, des risques de faillite et il est possible qu'il y ait moins d'acheteurs. Donc, tout est corrélé. Je veux dire, si l'immobilier commercial chute parce que les gens ont peur, les prix, je parle de l'immobilier commercial chute, le prix du résidentiel ne pourra pas croître. C'est impossible. Enfin, en tout cas, c'est très rare. Il y a forcément une inertie de tout le marché entre les différents sous-secteurs d'activité.
Donc ça, c'est important. Donc la confiance, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, les éléments dont on dispose aujourd'hui ne sont pas nécessairement très favorables. Alors, la Martinique, parce que c'est quand même important pour définir la stratégie. En 2009, le PIB de la Martinique a chuté. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le PIB à l'échelle nationale, moins 3%, pour la Martinique, moins 6,5%. Ça a entraîné une chute des investissements, et ça, c'est global, de 24%. Donc, vous faites la règle de 3. On est dans une situation où l'investissement des ménages va probablement subir un recul important. Donc, ce que tout cela veut dire, c'est qu'il y aura le marché de l'immobilier va se décanter. Il y a des gens qui étaient dans le marché de l'immobilier qui n'étaient pas nécessairement très organisés, très structurés, très professionnels, comme beaucoup de membres du C2IA. Et ces gens-là vont forcément sortir du marché. Donc, ça va générer des opportunités pour vous, sous réserve que vous soyez attentif à la situation vis-à-vis du crédit et vis-à-vis du sous-jacent. Quand je dis le sous-jacent, c'est la qualité du revenu locatif, n'est-ce pas? Et la liquidité éventuelle du bien. Donc, est-ce qu'il est bien situé? Est-ce que finalement, vous n'avez pas acheté bas, mais quelque part, ça ne va jamais remonter? Vous devez aussi vous raconter l'histoire du bien. Donc, maintenant, passons aux éléments un petit peu plus stratégiques. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est que, quelle que soit la situation, qu'elle soit finalement pas trop grave ou finalement très grave, pour un investisseur, pour vous, pour chacun d'entre vous, le plus grand risque et la chose vraiment qu'il faut absolument éviter, c'est ce qu'on appelle l'appel de marge. L'appel de marge, c'est le moment où votre banque vous appelle, oui, généralement c'est votre banque qui vous appelle, pour vous demander d'injecter des fonds propres supplémentaires dans un projet. OK? Donc, quand vous êtes un investisseur aguerri, professionnel, normalement, un projet s'autofinance. OK? Vous n'êtes pas là pour OK, vous faites un investissement en fonds propres au début, et ensuite ça s'autofinance, ça tourne tout seul. Donc, les loyers payent les traites, et vous attendez patiemment le moment où les valeurs de l'immobilier vont être assez attractives pour que vous puissiez réaliser votre plus-value. Donc, donc, les appels de marge arrivent quand on a un défaut d'un locataire. Donc, la banque vous appelle pour que faut payer la traite. Voilà, pas de loyer, il faut la payer, donc vous rajoutez au pot. Ou par exemple, typiquement, quand on a des retards ou des surcoûts sur un projet de travaux, par exemple, typiquement, votre budget de départ, il est plus viable, et il faut rajouter au pot. Donc, je vous ai fait en fait une espèce de petite gradation là, des situations où on est de plus en plus proche d'un appel de marge potentiel. Donc, tout ce qui est promotion immobilière, évidemment, la probabilité d'un appel de marge, et quand je dis spéculatif, c'est-à-dire sans locataire. Donc, en gros, vous construisez 3 maisons, mais vous n'avez pas fait de réservation. Vous dites, voilà, j'ai investi, la banque vous suit parce que vous avez un super track record et vous avez toujours payé rubis sur ongle vos engagements, et elle se dit, bon, il va se débrouiller, c'est un pro et il va savoir faire. Donc, en gros, vous construisez une maison et vous vous souciez pas de qui va la louer, et vous posez ça sur le marché une fois que la construction est terminée. Donc, c'est ça l'aspect spéculatif. Donc, évidemment, tout ce qui est spéculatif dans une situation de crise renforce le risque de l'appel de marge. Tout simplement parce que comme la situation à la sortie, au moment où vous allez mettre sur le marché, vous n'avez aucune garantie de la situation économique, vous êtes à risque. Ensuite, on descend évidemment tout ce qui est commercial, qui génère du loyer aujourd'hui, va être risqué parce que on ne sait pas si l'entreprise en question ou le commerçant en question va survivre. Et tout en bas, vous avez évidemment le propriétaire
d'immobilier résidentiel générateur de loyer. Alors là, à l'intérieur de cette section, et je ne suis pas rentré dans le détail, mais évidemment, quel est le profil de votre locataire? Ça, c'est véritablement important parce que aujourd'hui, vous avez des locataires seuls, couples, fonctionnaires, pas fonctionnaires, etc. Et donc, vous pouvez, je suis sûr que chacun d'entre vous est capable de faire ce petit exercice mental, mais vous pouvez aussi faire une gradation du risque d'appel de marge que votre locataire dans un immobilier résidentiel, enfin, quel est le risque que vous ayez à faire, à répondre à un appel de marge. Pardon. Donc, première stratégie, et moi je pense qu'avant et c'est pour ça que j'ai appelé cette section un peu la défense meilleure attaque, parce que aujourd'hui, alors à moins que tous ceux qui en tout cas ont des biens et qui sont propriétaires de biens aujourd'hui et qui exploitent, qui ont un portefeuille d'actifs, avant de penser à… Alors, évidemment, je ne parle pas des cas d'aubaine, parce que c'est toujours au cas par cas. Effectivement, vous pouvez tomber sur quelque chose d'extraordinaire, mais bon. Mais avant de vous dire, je cherche l'aubaine, je cherche la situation inédite, observez bien votre portefeuille. Assurez-vous que votre portefeuille ne va pas, enfin, qu'il n'y a pas de risque de retournement dans votre portefeuille et qu'un jour, vous ne soyez pas dans une situation d'appel de marge. Donc, il faut que vous évitiez toutes les situations où les appels de marge ont une probabilité forte d'arriver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous devez analyser votre capacité à faire face à de la vacance. Okay. Si aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous disposez de revenus confortables et que, bon, ben, s'il y a un appel de marge, vous allez payer, bon, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez payer 2 ou 3 traites le temps de voir venir. Ça va. Si vous savez à titre personnel que si ça arrive, ça peut vous mettre dans une situation difficile, soyez très, 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 très prudent. Vous savez, l'immobilier, c'est magnifique, mais beaucoup de gens y ont laissé leur chemise. J'attire juste l'attention que ça peut monter, ça peut faire réaliser des gains, mais il y a des gens qui ont tout perdu à cause de l'immobilier aussi. Hein. Ça arrive, il y a des histoires comme ça. Donc, je suis juste en train de vous attirer votre attention que quand on est dans une phase de crise, il ne faut pas être dans un biais cognitif, en se disant tout va passer, ça va, c'est pas trop grave. Bon, j'ai un appel de marge là. Bon, le locataire, il m'embête un peu, mais j'ai cette affaire à faire. Bon, c'est pas grave. La petite épargne que j'ai, je vais la mettre dans cette affaire. Je vais faire cette transaction. Et puis finalement, voilà. Soyez méthodique. C'est fondamental dans un moment, dans la crise, c'est d'être absolument méthodique. Et la méthode, elle exige de vous que vous soyez vigilant par rapport à votre portefeuille existant, d'abord, et ensuite que vous regardiez les opportunités qui sont disponibles pour vous. Parce que tout ce que vous pouvez gagner sur une affaire aujourd'hui, enfin une nouvelle affaire, vous pouvez perdre ce gain sur votre portefeuille existant. Donc, assurez-vous que votre portefeuille existant est robuste, ou en tout cas que vous en avez bien analysé le risque avant de vous lancer dans une nouvelle acquisition potentielle. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner? Donc, dans la continuité, pour moi, il faut optimiser les cash flows existants. Ça veut dire, quelque part, toutes les entreprises, et quelque part, vous gérez une entreprise quand vous gérez un portefeuille immobilier, ben, vous réduisez les coûts. Hein, les entreprises vont réduire les coûts parce que on n'est pas trop sûr, et quand on n'est pas sûr, on évite d'être trop agressif. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, concentrez vos investissements sur l'essentiel. Donc, évidemment, moi, j'ai une approche un petit peu plus défensive par rapport à ça, mais on va venir sur les acquisitions potentielles et la partie attaque, entre guillemets. Mais avant toute chose, concentrez vos investissements sur l'essentiel. Donc, hors opportunité d'acquisition, où vraiment il y a vraiment un coup à jouer, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Évitez l'endettement supplémentaire sur des projets existants. Donc, en gros,
si vous aviez prévu de faire des petits programmes de travaux, d'agrémenter un peu la vie de vos locataires, bon, écoutez, on est des investisseurs, ça va attendre un peu. Reportez ça. Et d'ailleurs, ça peut être bien vu par vos banquiers. On peut leur dire finalement, bon, j'avais prévu voilà, 40 000 euros, vous m'aviez donné un accord, mais quelque part, bon, je vais attendre un peu, on va voir un peu. Donc, gardez-moi cet argent au chaud, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, mais voilà, je préfère avoir un peu plus de visibilité sur la situation. Tout ce qui est vacances, honnêtement, il faut résoudre ça rapidement. Donc, si vous avez des biens vacants, passez plus de temps à vous poser la question comment vous allez louer des choses vacantes que comment vous allez trouver des aubaines dans ce marché. Pour la simple et bonne raison que si le marché de l'immobilier, vous savez, ça reste quand même quelque chose, c'est une grosse machine, hein. Et souvent, le marché immobilier réagit avec un delta, un temps de délai par rapport à l'économie. Donc, si entre maintenant et le mois d'octobre, l'économie ne va vraiment pas bien, le marché de l'immobilier, lui, le ressenti de cette situation-là sur le marché de l'immobilier ne va apparaître que début 2021. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas dans une situation où il faut absolument être hyper agressif. D'ailleurs, encore une fois, je ne parle pas des cas particuliers parce que à chaque fois, j'ai ce retour à me dire oui, non, mais si je trouve quelque chose d'extraordinaire, mais oui, évidemment, si vous trouvez quelque chose d'extraordinaire qui se finance tout seul, un bien que vous connaissiez déjà, etc., ben oui, il faut essayer de faire la transaction. Mais si a priori, il n'y a rien, concentrez-vous plus sur l'observation, l'analyse, que sur une attitude agressive vis-à-vis de transactions potentielles. Mais je vais ensuite vous donner quelques petites méthodes pour ça. Aujourd'hui, pour moi, le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est d'être en constante, mais alors, quand je dis constante, c'est presque constante, hein, relation avec votre banquier, même si vous n'avez aucune demande à lui faire. Pourquoi? Parce que c'est eux qui tiennent la clé du développement à court moyen terme sur l'économie et sur les investissements. Donc, si votre banquier, et sincèrement, en toute honnêteté, ça va beaucoup se jouer à la tête du client. À niveau de risque équivalent, de toute façon, comme ils savent qu'ils auront la main, c'est vous, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, hein. Donc, vous gagnerez à montrer à votre banquier que vous êtes un bon gestionnaire. Et un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui a ses affaires. C'est quelqu'un qui pose des questions, c'est quelqu'un qui s'intéresse. Et donc, prenez le temps de faire un petit mail à votre banquier, de demander à votre banquier son avis sur la situation, demander un peu comment ils sentent les choses, parce que le jour où vous serez prêt, où vous allez vouloir faire une demande, il faut que vous ayez un a priori positif de la part du banquier. Aujourd'hui, on peut considérer que, allez, on n'est pas revenu à la case départ, mais presque. Okay. Donc, considérez qu'on repart à zéro et vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc, considérez qu'aujourd'hui, vous recommencez à travailler avec votre banquier. Et donc, la relation que vous aurez avec votre banquier, il faut que vous la chérissiez au maximum. D'accord? Un autre conseil par rapport à la stratégie que vous pouvez adopter, c'est d'être acheteur-vendeur. Donc, en gros, et ça, vous pouvez communiquer avec votre banquier là-dessus en lui disant, voilà, moi, je peux avoir envie de faire des acquisitions, mais j'aurais bien aimé compenser une acquisition par une vente. Vous voyez, donc si vous avez des biens que vous savez vont générer une bonne plus-value et que cette plus-value, vous pourrez la réinvestir. Donc, vous pouvez adopter cette approche d'être un acheteur-vendeur. Okay, donc, d'être toujours comme ça en train de contrôler le marché de la vente, le marché de l'acquisition. Okay, ça rassure évidemment par rapport à un taux d'endettement, tout simplement. Donc, je vous encourage à analyser ces situations-là. Maintenant,
vous êtes dans une situation où, effectivement, il y a beaucoup d'inconnus et malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses, j'aurais bien aimé les avoir, mais je ne les ai pas. Donc, il faut revenir à la base. Il faut revenir à un certain nombre de choses qui, à mon avis, sont fondamentales et dans un marché, tout simplement. Vous serez toujours gagnant si l'offre est supérieure à la demande. Okay. Donc, si en gros, vous êtes en face de quelqu'un qui a besoin de vendre, vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de biens, mais quelque part, et c'est ce que je disais par rapport, c'est pour ça que j'en ai parlé au tout début, il y aura moins de demandes. Nécessairement, il y aura moins de demandes. Donc, mettez-vous dans une situation où l'offre, c'est-à-dire la personne qui offre son bien, a besoin de vous. Sachant que quand l'offre est supérieure à la demande, généralement, les prix baissent. Donc, évitez les situations de compétition trop agressives. Vous avez beaucoup d'intermédiaires, des agents, etc. Essayez de savoir s'il y a beaucoup de gens sur l'affaire. S'il y en a trop, à la limite, dans une situation où les prix peuvent baisser de façon assez agressive, j'ai envie de dire, c'est pas forcément du temps bien utilisé et bien investi. Donc, essayez de trouver les situations où, effectivement, vous êtes en position de force par rapport à l'offre. Comme vous le savez très bien, en immobilier, on gagne de l'argent au moment de l'achat. Donc, quand vous négociez aujourd'hui, moi, je vous encourage, si vous avez des opportunités où il y a des choses qui vous intéressent, allez-y à des prix, mais complètement aberrants. Il ne faut pas hésiter. Hein. Là, maintenant, vous avez, alors là, vous pouvez par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous ressortez ça, les 3 points, là, l'emploi, le crédit, là, vous pouvez proposer des prix qui vont faire sursauter les vendeurs, mais pourquoi pas? Quelque part, on n'en sait rien. Donc, n'hésitez pas, je pense, à proposer des prix cassés. Donc, ça, c'est encore une fois de l'attaque, mais de l'attaque mesurée. OK? C'est-à-dire que on en revient encore une fois à une transaction immobilière que vous devez présenter à votre banquier. Donc, vous allez devoir proposer à votre banquier des transactions immobilières de bonne qualité. OK? De bonne qualité, c'est-à-dire avec des biens où vous pouvez raconter l'histoire. Donc, c'est quoi l'histoire d'un bien immobilier? Bon, ben, c'est sa situation locative, c'est son état, c'est sa localisation, c'est voilà, toutes ces choses-là. Ça, je passe là-dessus parce que quelque part, je sais qu'au club, tout le monde est bien au courant de ces choses-là. Donc, vous devez raconter une histoire à votre banquier. Si vous êtes dans une situation où vous obtenez un prix cassé et vous êtes déjà intéressé à un bien, n'est-ce pas? Parce qu'il vous a parlé, il vous a raconté son histoire. Et qu'en plus, vous êtes dans une situation où vous avez négocié, vous êtes venu dans la négociation en disant, voilà, moi je peux mettre ce prix-là, à prendre ou à laisser. Si ça ne vous intéresse pas, je comprends très bien parce que je suis à moins 30% par rapport à votre offre. Donc, bon, on arrête de parler. Mais si ça vous intéresse, moi, je peux aller vite. Vous savez, attention, la vitesse, ça va jouer aussi beaucoup. Mais pour aller vite, ça veut dire que votre banquier, il est convaincu. Parce qu'un banquier ne prend jamais plus de temps quand il doit vous poser des questions, quand il doit vous dire ah oui, mais tel point, mais finalement, non, non. Donc, un banquier qui va vite, c'est un banquier qui est convaincu, de toute façon. Et vous allez être dans une situation où vous allez devoir aller vite. Et ben, la meilleure solution, c'est de proposer un prix cassé, d'avoir des super rentabilités, un truc qui raconte une belle histoire. Votre banquier, il va voir le truc arriver. Vous avez l'apport qu'il faut parce que, ben, évidemment, aujourd'hui, je ne sais pas dire si on va vous financer à 95%. Hein. Après, c'est possible. Hein. Mais encore une fois, ça va dépendre de votre historique. Donc, je ne peux pas parler de ça. Parce que c'est pas, je peux pas faire une généralité là-dessus. Si vous avez une très bonne relation avec votre banquier, vous avez été un très bon gestionnaire, toutes les opérations que vous avez faites, ça s'est passé super nickel, vous avez un banquier réactif, ouais, c'est une chose. Si là, par exemple, ben, on vous a changé votre gestionnaire il y a 6 mois, vous commencez à peine à vous connaître, bon, la personne n'est pas super réactive et en plus, là, avec le Covid, vous essayez de la joindre, elle ne répond pas, etc., etc., c'est une autre situation. Donc, je ne peux pas tirer des généralités. Mais il n'en demeure pas moins que vous devez toujours garder en tête que le banquier, il prend votre dossier et il va en comité de crédit. D'accord? Et donc, vous devez le convaincre et lui, il doit convaincre ses supérieurs. Et un banquier n'est jamais plus content que quand il n'a pas le travail à faire. D'accord?
Donc, l'histoire que vous lui avez racontée, il répète la même chose à ses supérieurs en disant « Ah oui, mais c'est un bon client, regardez l'historique, il n'y a jamais eu un pet, d'ailleurs, il a anticipé des difficultés, etc. etc. » Donc ça c'est très bien. Donc, mettez-vous dans des situations où vous pouvez négocier des prix cassés et vous pouvez raconter des jolies histoires à vos banquiers. Ce que je pense, c'est que quand même, il va y avoir une certaine résistance des prix sur les secteurs qui sont recherchés. Des secteurs, voilà, ce qu'on appelle le secteur 1 en Martinique. Je pense que les prix ne vont pas forcément bouger de beaucoup dans un laps de temps entre maintenant et quelques mois. Parce qu'il y a toujours de la demande et que ce sont toujours des secteurs recherchés. Et puis, il y a des gens qui ont de l'épargne et les gens qui ont de l'épargne, ils vont y aller. Par contre, tous les biens avec des petits défauts, il y aura un petit peu de moins bonne qualité, là, vous aurez des opportunités. Donc, faites bien le distinguo dans votre esprit entre beaucoup de demandes et puis voilà, c'est le point que je disais au début, c'est beaucoup de demandes ou pas beaucoup de demandes, d'accord? Sans aller dans des choses où vous prenez trop de risques. Parce qu'encore une fois, vous devez raconter l'histoire. Donc, c'est un curseur à trouver et c'est au cas par cas, en fait. Un dernier point que je pense qu'il est important de communiquer avec vous, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais le problème, c'est que vous avez des conflits d'intérêts dans le marché de l'immobilier. Et vous le savez très bien. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Donc, on va sortir d'une situation là où la dernière chose que les agents immobiliers veulent, c'est que les prix baissent. On est bien d'accord. Donc attention, hein, j'ai repris cette expression un peu, mais c'est important. Attention au renard qui dit que le poulailler n'est pas en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites gaffe aux situations où on vous dit non, 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 mais c'est le bon prix, c'est la bonne valeur et tout ça. Des fois, les dynamiques de marché, c'est vous qui pouvez les déterminer. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en contact avec l'économie, puisque vous êtes en contact avec le banquier, vous êtes en contact avec la demande, vous voyez un peu ce qui se passe, vous connaissez un peu le marché, donc c'est quelque part vous qui imprimez le prix, le mouvement, en fait. Donc, écoutez ce que les agents disent, mais faites-vous aussi votre avis et votre analyse. Alors, donc, par rapport à ce que je vous disais, et c'est un peu la continuité, donc en gros, donc une fois que vous avez fait ce travail important de redescendre tous les risques de votre portefeuille, de bien analyser le fait que vous préservez d'appels de marge importants éventuels, une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez préparer un vrai plan de bataille pour saisir des aubaines. Donc, la première chose à faire, encore une fois, je reviens à ça parce que ça va être fondamental dans les moments qui viennent, là, c'est d'échanger avec votre banquier pour savoir, voilà, quelle va être votre capacité d'investissement post-crise, à quelle vitesse ils vont réagir. On est encore dans cette notion-là, hein, c'est très important. Et soyez ouverts d'esprit au départ par rapport à ce que vous allez entendre. Parce que vous allez peut-être entendre des choses qui vont vous faire sauter au plafond. C'est fort possible. OK? Mais il faut, voilà, ça peut évoluer, mais les banquiers, ils ont peur. C'est des gens qui sont censés prendre le risque, mais ils sont plutôt prudents et conservateurs. Donc, ayez bien en tête que les banquiers, leur cœur de métier, c'est de prêter. Donc, ils vont prêter, ça c'est sûr, mais ils ne vont pas prêter à tout le monde. Donc, il faut que vous en soyez. Et pour ça, il faut que vous ayez l'information. Donc, la relation avec votre banquier va vous donner la possibilité d'avoir l'information. Deuxième chose, pour ce plan de bataille, c'est qu'il faut que, évidemment, on en a beaucoup parlé au club, c'est qu'il faut identifier les ventes impératives. Donc, des départs, des successions, des divorces, toutes les situations un peu alambiquées, il faut les identifier. Comment vous les identifiez? Quand un bien vous intéresse, vous posez la question sur le profil du vendeur, tout simplement. Il faut essayer de comprendre. Donc, il y a un peu de travail à faire pour bien comprendre la psychologie de la personne qui est en face de vous. Et ça, c'est fondamental. Alors, j'ai réussi à avoir des petites informations. Pour vous donner un autre exemple, aujourd'hui, sur Paris, les marchands de biens proposent des offres à moins 20%. Avant,
fin de confinement, là, je vous parle de choses qui sont faites fin avril. Hein. Donc, ils sont aux alentours de moins 20, moins 25%. Ils vous disent, voilà, le cash est là. Bon, ils ont souvent beaucoup de cash. Ils vous disent, le cash est là, on signe tout de suite, on fait le truc, le confinement. Dès qu'on sort du confinement, on fait l'affaire. Et eux, ils se positionnent comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous positionner comme ça. Mais pour ça, il faut que vous fassiez, évidemment, vous n'êtes pas tous marchands de biens. Donc, il faut que vous fassiez le travail en amont de bien maîtriser la réaction de votre banque, de bien maîtriser le processus parce que le processus du passage en crédit, en comité de crédit va évoluer pour la simple et bonne raison que les fameux prêts garantis État, il y en aura encore et les banquiers, très rapidement, ils vont vous dire ah, on est sous l'eau, on n'a pas le temps et tout, votre dossier reste sur une pile pendant un mois et vous perdez en crédibilité. Donc, soyez bien proche de votre banquier pour comprendre, pour que lui, il fasse le travail de pousser votre dossier et n'hésitez pas à faire des offres au maximum à des prix cassés sur des biens. Okay, comme je vous ai dit, les biens qui ont des défauts, qui voilà, étaient sur le marché depuis un certain temps, finalement ne se sont pas vendus, des choses comme ça. Creuser à nouveau ces solutions-là avec l'offre d'aller plus vite et de faire l'affaire tout de suite. On fait une dernière chose parce que bon, ça, on n'a pas encore de visibilité, mais il y a quand même des promoteurs qui vont avoir du mal parce que la confiance, hein, je veux dire, tous les gens qui s'étaient dit je vais acheter, il y en a qui vont peut-être se rétracter et on se dira finalement après on va louer parce que comme on dit ici, si cui vini, si si la situation devient plus dure, si on est encore confiné en septembre, si je perds mon emploi, je me retrouve avec un prêt, comment je vais faire, etc., etc. Donc ces gens-là, ils auront peut-être tendance à se dire bon je reste en location et puis monsieur le promoteur, je suis désolé, mais vous comprenez la crise du Covid, remettez-moi mes 10% de réservation, mais là je peux pas, la banque ne me donne pas le prêt, tout simplement, voilà. Et donc là, vous aurez peut-être des opportunités. Donc, approchez les promoteurs et ceux qui n'ont pas réussi à clôturer leur phase de commercialisation, il peut y avoir des opportunités là. Il peut y avoir des opportunités à des prix parce que les promoteurs, eux, il faut qu'ils monétisent. Hein. Ils ne peuvent pas rester là à attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne acheter ad vitam aeternam, ou bien ils ne peuvent pas garder les biens patrimoniaux. Hein. Ils ne vont pas se mettre à louer, à garder des biens, parce qu'eux, ils sont vraiment endettés pour le coup. Ils sont vraiment dans l'effet de levier. Donc, jetez bien un coup d'œil sur ce que vous voyez, sur les programmes qui ne sont pas encore terminés. Essayez d'avoir des informations. Donc, il faut un peu fouiner. Voilà. Donc, de manière générale, je pense qu'il faut il y a un vrai travail de recherche et d'analyse. Et encore une fois, après avoir bien analysé les risques qui sont là présents pour vous dans votre situation, l'attaque, c'est analyse et sélection. Donc, de manière générale, et ça, je ne vous apprends rien, c'est une expression que vous retrouvez dans beaucoup de films américains, mais c'est la vérité vraie. Dans une crise, cash is king. Donc, en gros, ceux qui rentrent dans cette crise-là avec un peu de cash ou sont bien vus de leur banquier ou un peu d'épargne, ils vont avoir beaucoup d'opportunités. Ça, c'est sûr. Je sais que ce n'est pas forcément la situation pour tout le monde. Donc, effectivement, le club des investisseurs immobiliers peut permettre finalement de consolider vos apports et d'avoir un accès au crédit plus aisé et d'aller plus vite. Donc, pour réaliser des opérations avec une vraie réduction de prix. Donc, si vous avez l'opportunité, vous avez fait une offre et waouh, le vendeur réagit à moins 25% et l'histoire du bien immobilier vous parle, il faut et que finalement la partie crédit c'est un peu plus difficile. N'hésitez pas à utiliser le club, hein, tout simplement, au travers des RIC et à essayer de lever des fonds pour faire les opérations. Et ça vous permettra aussi, quelque part, peut-être de diversifier un peu votre portefeuille. Moi, je pense qu'il ne faut pas penser que…
on a tendance à dire oui, l'immobilier commercial ou dramatique, oui, certes, mais attention, les prix vont être hyper attractifs, hein. Là, vous pourrez vous retrouver à acheter des choses très peu chères. Alors après, il faudra les relouer, etc., etc. Donc, c'est au cas par cas, il faut bien regarder. Mais sur l'immobilier commercial, il peut y avoir des opportunités vraiment d'acheter des choses très, très peu chères. Alors, encore une fois, sous réserve d'éviter la vacance. Hein, je ne dis pas, il ne faut pas être spéculatif, hein, mais éviter des situations. Si vous avez l'opportunité d'acheter un immobilier commercial, c'est parce que vous connaissez votre locataire. Hein. Soit dans votre relation, ou dans votre relationnel, vous savez dire comment vous allez organiser. Donc, il faudra que vous fassiez un travail aussi de louer vous-même presque votre bien, ce qui est un peu normal, quelque part. Alors, ajuster correctement vos ratios. Moi, je n'encourage jamais de modifier la rentabilité exigée. En fait, pour moi, quand on fait de l'investissement, on a une rentabilité et quelle que soit la situation, enfin, à moins que vraiment il y ait des cas particuliers, mais je ne vois pas très bien pourquoi vous voudriez modifier, un investisseur voudrait modifier la rentabilité exigée euh, sur, sur ces investissements. Vous devez définir une stratégie et ça, elle est indépendante. Votre stratégie d'investissement, elle est normalement indépendante de la situation. Donc, ne revoyez pas à la baisse votre rentabilité exigée sous prétexte qu'on est dans la crise. Si pour moi, là, vous n'arrivez pas à taper la bonne rentabilité, c'est que vous payez trop cher. C'est pas que la banque ne veut pas vous prêter autant. Okay, la rentabilité obtenue, elle n'est pas enfin, évidemment, elle est sublimée par le crédit, mais quelque part, elle dépend de la vraie rentabilité du bien, comme si vous l'achetiez cash. Donc, en imaginant que vous ne faisiez que des acquisitions en cash pur, vous ne modifieriez pas votre rentabilité exigée, que ce soit la crise ou que ce soit un marché qui est en explosion. Donc ça, soyez vigilants là-dessus. Moi, je conseille toujours de partir sur un taux de rentabilité de 10%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement le coût de la dette baisse parce qu'il y a moins de dettes, à taux égal. Hein. Donc, vous avez moins de dettes, donc ça vous coûte moins cher. Les traites sont, plus vous avez de la dette, plus les traites vous coûtent cher. Donc, si théoriquement, il y a moins de dettes, donc ça veut dire que le coût de la dette est moins important, donc l'apport aussi est plus important. Donc, quelque part, cet équilibre-là, entre moins de dettes, plus d'apport, mais finalement, ça doit se cristalliser dans un taux de rentabilité global de l'ordre de 10%. OK, entre 8, 10, 12, bon, enfin voilà. Mais moi, je conseille d'être toujours aux alentours de ça. Quand vous allez, si vous êtes dans des projets où il y a de la rénovation, il y a des travaux et ensuite vous faites des business plans sur une location à la sortie. Je ne sais pas dire. Alors, il y a le marché de l'investissement, il y a le marché locatif. Il y a une connexion entre les deux. Le marché locatif, généralement, dépend aussi de l'économie, etc., etc. Et en fait, la rapidité entre les événements, c'est-à-dire baisse des prix, baisse des loyers, hausse des prix, hausse des loyers, ça, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Donc, je vous conseille d'être prudent quand vous faites vos estimations de loyer. Donc, si vous devez rénover et que vous devez louer, considérez que vous devez louer, allez, le marché est à 100, dites-vous, bon, il faut que ça passe à 85, quoi. Il faut que le loyer, je parle, hein, si le loyer c'est 100 euros, il faut que ma transaction tourne correctement à 85. Pourquoi? Parce que si vous partez sur les loyers qui sont actuellement là, et que soit parce que évidemment, c'est pas forcément, il n'y aura pas forcément une baisse des loyers, hein, mais il peut y avoir une baisse de la demande à ce niveau de loyer.
Et là, vous pouvez vous retrouver dans une situation difficile. Parce qu'encore une fois, ce qui va se passer, c'est que la demande va baisser, la demande va être absorbée par le marché et ensuite les loyers vont baisser. Donc, si vous avez un loyer de 100, avant que le loyer descende effectivement à 85, il peut se passer pas mal de temps. Il peut se passer, plus j'essaie à 100, moins ça passe. Enfin, j'ai pas vraiment, les gens ne veulent pas louer. Je descends à 90. Ah, tiens, j'ai une prise. Hein, voilà. Et au final, l'ajustement sur tout un segment de marché va prendre du temps. Donc, anticipez ça en considérant que vous êtes capable, votre transaction tourne en allant directement taper au plancher. Et évidemment, ce que je vous dis là, c'est dans vos business plans, dans vos calculs à vous. Après, quand vous allez présenter le bien au marché, vous allez le présenter à 100. Mais vous vous êtes donné un petit peu d'air au cas où il y a un bug et la demande baisse. Toujours ce qu'on a vu, vous ne devez pas être dans une situation où vous, la demande est moins forte que votre offre, en fait. Okay. Donc, il faut toujours que vous pensiez à une situation où il y aura plus de demandes que, de ce que vous offrez. Parce que, évidemment, si vous mettez vos loyers, vous dites le loyer est à 100, bon, ben, je me le mets à 105, ben là, la demande sera moins forte que votre offre. D'accord? On est bien d'accord. Personne ne voudra louer à 105 alors que le marché est à 100. Et là, ça peut vous mettre dans une situation difficile. OK? Et donc, je vous conseille de faire ce petit exercice juste pour savoir comment comment votre transaction réagit quand vous analysez un projet. Et puis ensuite, j'en reviens évidemment, à chaque fois, il vous faut analyser les appels de marge éventuels. OK? Donc, quand vous faites ce petit calcul, enfin, cette petite estimation de loyer à minima, normalement, les appels de marge sont réduits. Voilà, j'en ai terminé. Il est 12h11. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai essayé de… J'allume mon micro. Très bien, hein, très riche en informations. Alors moi, ce que je retiens effectivement, c'est que c'est le moment de préparer son plan de bataille. J'ai un petit peu retenu ça. Et pour cela, il y a des indicateurs qu'il faut analyser. Alors j'aime bien le regard que tu portes d'un point de vue macroéconomique et tu vas faire un petit zoom sur le marché avec les indicateurs qui permettent de prendre ou pas une décision. Et surtout, les petits conseils là qu'il faut retenir, louer votre bien, les biens qui sont vacants, de repartir de l'existant. Donc, consolider l'existant avant de se projeter dans une acquisition future. Renégocier les apports, les reports d'échéance, je veux dire, excusez-moi. Il faut être réactif et en constante relation avec son banquier. Alors ça, c'est fondamental de garder ce lien de confiance avec le banquier. Si dans cette période, on a des difficultés à rembourser notre prêt, il faut montrer au banquier quand même que on essaie de chercher des solutions pour pouvoir rapidement lui redonner confiance. Donc ça, Absolument. c'est fondamental et ça va servir aussi pour les projets futurs. Il y a aussi ce qu'on appelle la règle des 3D. Alors, on va retrouver sur le marché effectivement des acheteurs motivés parce que ces acheteurs qui se disent bon, on est en période de crise et fondamentalement, il y aura sûrement des opportunités, mais il y aura aussi des vendeurs motivés. Et dans l'analyse qu'on peut porter aujourd'hui, c'est vrai, je regardais les chiffres effarants au niveau de la Chine où le nombre de divorces est en train d'exploser après le confinement. Alors, l'idée, c'est pas de s'enrichir sur le malheur et, des uns et des autres, mais il faut juste comprendre que il y a des opportunités qui vont se présenter par rapport à ça. Tu parlais d'immobilier commercial. Je pense qu'aussi à ce niveau-là, alors c'est vrai qu'il y aura de la casse. Malheureusement, là aussi, il n'y a pas de crise s'il n'y a pas de casse. Et souvent, les plus fragiles paient les pots cassés. Et par conséquent, j'entrevois, tu sais, des personnes qui louent des locaux commerciaux avec
des prix exorbitants. Enfin, à l'époque où ils étaient en pleine activité, ils pouvaient aisément rembourser leur mensualité. Mais là, avec cette perte d'activité et même de revenus, soit malheureusement ils seront obligés de fermer, ou bien soit de trouver des locaux un petit peu moins chers. D'accord, donc se réorganiser pour pouvoir assurer la continuité de leur activité. Donc, c'est des Oui, points. mais alors je continue parce que, sur ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ils vont essayer de trouver des locaux moins chers, mais le propriétaire du local euh, qu'il quitte, lui, il passe en position d'appel de marge s'il est endetté. Mais bon, Exactement. donc, Exactement. on oublie, donc à chaque fois que les investisseurs, les vendeurs motivés, gardez ça bien en tête, les vendeurs motivés demain, ce sont des gens qui sont en appel de marge. Ce sont des gens qui se retrouvent dans une situation où ils se disent ah là là, chaque mois il faudra que je paye la banque, je ne touche pas de loyer, j'ai pas forcément le temps où il n'y a pas de demande pour louer mon bien, je préfère vendre et finir avec ça. C'est clair. Effectivement. Bon, on aura suivant le cas, on aura sûrement soit des opportunités ou pas. Donc, en tout cas, on va prendre quelques questions. Tu as été généreux encore une fois et on s'était dit 1 heure et on a toujours plaisir Oui. à t'écouter parler. Thierry qui nous pose la question, est-ce que la crise ne crée pas une bulle d'opportunités pour les acheteurs et ne met pas ces derniers en position favorable pour la négociation? Je pense que tu en as un petit peu parlé pendant la Oui, oui, conférence. oui, je pense. Alors, je pense que oui. Après, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire il faut tout de suite faire des offres à prix cassé. Vous pouvez aujourd'hui. En fait, le problème, c'est que si vous faisiez une offre moins 20 ou moins 30% il y a 6 mois sur un bien, une offre à moins 20 ou à moins 30% sur un bien il y a 6 mois, le vendeur, il ne vous écoutait même pas, en fait. Parce que, encore une fois, c'est difficile de justifier. Là, vous avez des gens qui ont quelque part, ils se disent, ah, est-ce qu'à moins 20, je ne suis pas en train de finalement faire une affaire? Est-ce que demain, ce ne sera pas moins 30? Enfin, il y a une incertitude qui fait que, oui. Et d'ailleurs, vous devez faire éclater cette bulle, justement. Il faut en profiter. Mais je vous conseille aussi de ne pas vous jeter à, à corps perdu dans des transactions parce que ben, la capacité d'investissement en fonds propres, elle n'est pas infinie. Et donc, généralement, il vaut mieux faire vraiment prendre le temps de l'analyse. D'accord. Et le temps, finalement, à mon avis, le temps est plutôt du côté des acheteurs. C'est-à-dire que la situation ne va pas revenir. Si effectivement il y a une baisse, il y a une crise et qu'il y a une situation enfin, voilà, d'incertitude, ça ne va pas repartir en 2 mois. Hein. Donc, quelque part, le temps est de votre côté. Hein. D'accord. Donc, pour toi, tu vois un regain de l'activité septembre à la rentrée, voire octobre, ou bien même voire fin d'année. Sur le marché de l'immobilier, je vois un regain d'activité, mais sur les vrais prix cassés, les vraies opportunités, là, c'est plus fin d'année, ouais. Fin d'année, début d'année prochaine. Mais après, ça peut aller très vite. Tout dépend de la situation. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en recherche. Il faut être aux aguets. Ça peut aller très, très vite. Mais si la situation économique est compliquée, forcément, le marché, ben, il va suivre derrière. Donc, et ça va rentrer dans la tête des vendeurs que oui, ben, leur prix est trop élevé. Et le Covid est passé par là. Désolé, les agents eux-mêmes, parce que les agents, au début, ils vont essayer de préserver les prix. D'accord. Ensuite, quand ils verront que ça ne se vend pas, si ça ne se vend pas, eh ben eux, ils ont aussi le souci de faire entrer du chiffre d'affaires. Je veux dire, c'est bien gentil de garder les prix hauts, mais si aucune affaire ne se fait pas, ben finalement, ils ne gagnent pas leur pain. Donc, ils vont encourager les vendeurs à baisser leur prix. Ah, ben c'est leur plus, ouais. Et donc, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça risque d'arriver. Et donc, quelque part, il faut être encore plus réactif. Donc, faire de la veille et même Faire de voir, la veille, beaucoup de veille. être Absolument. aussi réactif, très agressif peut-être aussi dans nos propositions d'achat. Moi, Alors, je pense que là,
à très court terme, entre maintenant et septembre, il faut être extrêmement agressif. D'accord. Alors, Mais, c'est-à-dire sur les prix, pour voir la réaction du marché. Et probablement que, comme c'est trop tôt, les gens vont pas forcément, ils vont vous dire, bon, ok. Mais si vous faites une offre aujourd'hui à -30, que le vendeur ne il réagit pas, il vous dit non, mais c'est n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Et qu'à fin septembre, le bien est toujours là et qu'il a toujours pas réussi à conclure, ou même début septembre après l'été, là, votre -30, il va probablement l'écouter avec beaucoup plus de. Enfin, après, il faut rester en relation, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous pouvez faire une première offre et puis ensuite revenir. Il faut être au contact en fait. donc voilà, donc ça fait de nous aujourd'hui des acheteurs motivés. Alors, on va prendre encore quelques questions. Opportunité commerciale, ok, mais dans combien de temps? 6 mois, un an? C'est une question de Thierry. 6 mois. 6 mois à peu près. Cédric Mais nous pose. après, Oui, il faut de toute façon, vous êtes toujours en contact avec le marché. Ce que je vous dis, pour moi, la vraie opportunité, c'est quand les agents vont dire aux vendeurs, il faut baisser vos prix. Ce n'est pas ce prix-là. D'accord? Donc, c'est quand le signal du prix baissé va arriver au cerveau des agents et que eux, quand quelqu'un va arriver avec un bien, ils vont directement le valoriser 20% en dessous de ce que c'était il y a 6 mois. Voilà. Ce temps-là, euh, ça prend au moins quelques mois. quelques mois. Parce que les agents, il y a un conflit d'intérêts. Ils n'ont pas intérêt à faire ça aujourd'hui. Donc, ils vont d'abord essayer de tester les prix, les anciens prix. S'il n'y a pas de retour, ils vont naturellement les baisser. De Donc, baisser. c'est pour ça que je dis 6 mois, mais ça peut aller plus vite. D'accord, merci. Donc, une autre question, Cédric. Il faut faire attention aux achats au centre-ville de Fort-de-France avec immobilier commercial au rez-de-chaussée. C'est une question qu'il pose. Oui, alors ça dépend. Là-dessus, centre-ville de Fort-de-France, parce que le centre-ville de Fort-de-France n'est pas, enfin toutes les rues de Fort-de-France ne sont pas équivalentes et centre-ville, ça dépend d'où. Après, moi, ce qui est important, en fait, encore une fois, ce qui est important pour vous, c'est la qualité de votre risque locatif. Donc, vous pouvez être dans une toute petite rue, dans un boui-boui et tout ça. Si votre locataire, vous voyez qu'il a une bonne activité, qu'il a payé ses loyers, que vous allez le voir, lui rendre visite et tout, vous voyez qu'il y a du monde, que ça tourne, et vous lui demandez comment vont les affaires, il vous dit ah, ça va, il n'a pas eu à licencier du monde, ça tourne et tout ça, ben, j'ai envie de dire, c'est très bien. Mm. Après, vous pouvez être aussi au centre-ville de Fort-de-France. Et puis là, ben, c'est la Bérésina, il n'y a personne qui passe. Donc, je peux pas le centre-ville en tant que tel. En fait, là, je pense que ce n'est pas tellement une question de localisation, c'est une question de risque locatif. D'accord, chacun calcule son risque. Les questions, on a plein. On va en traiter deux autres. Et du coup, ce que je me propose, c'est de te les relayer. Et Ok. on pourra communiquer avec les participants. Alors, Anthony qui pose la question, est-ce aussi le moment de revoir son mode d'investissement? J'ai acheté en nom propre, faut-il passer en SCI maintenant pour aussi envisager le futur investissement? Alors, ça, moi, j'ai envie de dire, ça, c'est une bonne question à poser à son banquier. Ben oui, parce que voilà, ça c'est une bonne petite discussion à avoir avec son banquier pour lui rassurer, pour discuter, voilà. Parce qu'en fait, au final, ce qui compte, parce que quelle que soit la situation en propre ou en société, ce qui compte, c'est l'accès au crédit. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, en fait, moi, je peux dire oui, on peut faire en société, mais si c'est plus dur d'avoir un prêt dans une société créée, quelque part, il vaut mieux faire enfin, en propre. En propre, ouais. Donc, en fait, là, ce qui compte, c'est que ben, le banquier soit confortable
du point de vue de l'octroi d'un prêt. Donc, ça, c'est une bonne question à poser à son banquier. Ouais. Ouais, surtout que En lui disant, ça peut être un petit peu plus compliqué en société qu'en nom propre. bah, aujourd'hui, oui, D'accord. justement, parce que, voilà. Euh, alors, en tant que vendeur, pour vous, quelle est la meilleure stratégie à adopter en temps de crise? Alors, c'est une question de Serge. Alors, ça, c'est une bonne question. En tant que vendeur, en temps de crise, bah, j'ai envie de dire en tant que vendeur, il faut résister. Il faut résister, il faut sélectionner les acheteurs. Donc, en gros, ce que vous verrez, évidemment, moi, ce que je recommande, ben, les vendeurs vont les voir arriver. Des mecs qui sont hyper agressifs, qui proposent moins de 30%, boum, ils ont le cash disponible, ils sont capables de signer tout de suite, ils sont hyper réactifs, ils connaissent le marché, ils connaissent les transactions. Donc, en tant que vendeur, il faut aussi être dans une situation où on peut justifier la valeur de son bien. Donc, il faut aussi faire de la veille et puis il faut sélectionner les acheteurs. Donc, quand on a un acheteur, vous sentez que le gars, il est trop agressif et finalement, même si, alors, encore une fois, ça dépend si vous êtes vendeur motivé ou pas motivé. Est-ce que du point de vue du bien que vous voulez vendre, est-ce qu'il y a un risque d'appel de marge ou pas? Donc, s'il n'y a pas de risque d'appel de marge, mais qu'il faut vendre parce que bon, ben, le prix peut baisser, que ça, bon, par exemple, typiquement un vendeur-acheteur, par exemple, acheteur-vendeur, comme je disais tout à l'heure, bon, ben, il faut mettre, il faut tout de suite identifier le bon profil, le profil de l'acheteur et s'il est prêt à faire. Alors, il faut aussi comprendre comment l'acheteur en question est organisé. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait une offre et puis ensuite il va aller déposer son prêt, sa demande de prêt à la banque? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas un investisseur qui veut juste acheter un bien, donc il n'y a pas de difficulté? Il faut bien voir le profil et en fonction de ça, être prêt à entendre ce qu'il va dire. Mais en tout cas, je ne vous conseille pas de baisser vos prix, évidemment. Je ne suis pas en tant que vendeur, mais voilà. Quelle est votre situation par rapport à un risque d'appel de marge? Est-ce que vous êtes un vendeur, si vous êtes un vendeur motivé, quelque part, il faut se motiver, quoi, hein. Donc, il faut être peut-être capable de faire un peu le dos rond pour pouvoir sortir le bien et avant que potentiellement des prix, il n'y ait pas d'offres et voilà. Donc, Voilà sûrement la question d'un vendeur qui doit être aussi un investisseur, tu vois, qui se pose la question si oui, je oui, non, suis vendeur, comment je me positionne, alors que pertinemment, je sais que s'il était du côté de l'acheteur, il aurait sûrement été chercher des, des réductions. après, rien n'empêche à un vendeur, rien n'empêche à un vendeur. Moi, j'ai déjà vu des situations où le vendeur dit à l'acheteur, mais qui est votre banquier? Et est-ce que je peux vous aider? Enfin, comment vous êtes structuré du point de vue du financement? Parce que moi, j'ai des très bonnes relations avec ma banque. Euh, est-ce que je peux vous organiser un rendez-vous avec le banquier avec qui je travaille? Parce que c'est quelqu'un qui peut, voilà, Ah, c'est clair, ça peut. c'est clair. Alors là, on a une intervention justement d'un agent immobilier. Ah, Davy, bonjour. Alors, Davy qui nous envoie un petit message. Les agents n'attendent pas un signal en particulier. Aux investisseurs de motiver leur offre et nous serons aussi là pour défendre leur point de vue. Voilà c'est bien dit, c'est un très agent bien dit. immobilier qui va se positionner en fonction non seulement de la motivation des acheteurs, mais dans une certaine réalité de marché, s'il se positionne du côté de, Non, après, évidemment, il y a chacun, oui, je suis d'accord avec ça. Après, moi, enfin, c'est comme les banquiers. Vous avez les banquiers motivés, il y a des banquiers qui sont obtus, qui veulent rien entendre, ils ont leur truc. C'est bon. J'espère qu'il y a beaucoup d'agents qui vont réagir comme ça. Je sais aujourd'hui qu'il y a des agents, ça les embête. ouais, c'est clair. Dernière question, et ensuite on pourra clôturer ce webinaire. Cédric qui nous pose la question suivante. Le rachat en masse des assurances vie ne vont pas, ne vont-ils pas mettre une pression sur le prix de l'immobilier à la hausse?
stabilisation des prix, voire augmentation des prix? Le rachat massif des assurances vie, Mhm. euh, moi, je ne pense pas qu'il y ait une corrélation directe. Enfin, en tout cas, il y a une corrélation, mais elle ne va pas être plus, plus importante dans la situation dans laquelle on entre là que la situation économique, que l'emploi, que voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire ce qui va donner le là au marché immobilier, c'est pas des transactions financières, c'est la réalité de l'économie, hein. Enfin, en tout cas à court terme. Après, peut-être que ça va aider à la remontée, Mhm. que les gens vont, voilà, une fois que la crise sera absorbée, que on va retrouver une espèce de stabilité économique et tout, bon ben ça va propulser, ça va aider, il y aura un peu d'inflation, etc., etc. Mais à court terme, je pense que tous les observateurs, en tout cas tous les investisseurs, ils sont vraiment axés sur le risque crédit, les appels de marge, voilà, hein, le taux d'endettement, comment les banques vont réagir, etc. Exactement. Alors, en tout cas, on va conclure. Euh, je tiens à m'excuser si je n'ai pas traité toutes les questions parce il y en a quand même pas mal. On tentera d'y répondre soit en présentiel ou bien envoyez-nous un petit message à l'adresse suivante qui est le c2ia.secrétariat@gmail.com et on se fera un plaisir d'y répondre et de vous apporter un regard, notre regard, et même peut-être voir vous mettre en relation avec nos experts. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Lionel, je te remercie beaucoup encore pour ta disponibilité. Je sais que en une semaine, tu nous as préparé une petite conférence et c'était un petit peu au pied levé, mais toujours aussi intéressant, toujours aussi instructif. Donc, je te remercie Pas de énormément problème, pour c'est un ça au nom plaisir. du club. Je remercie tous et tous ceux qui aident hein, toujours à permettre à ce que le club continue à exister et à apporter voilà, de l'information, des conseils et des webinaires de qualité. Alors, vous pourrez retrouver le webinaire en replay sur la page Facebook du C2IA ou bien sur la chaîne YouTube du Club des investisseurs immobiliers des Antilles. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, un bon déconfinement. Soyez prudents. Alors, dans cette période de déconfinement, portez vos masques parce qu'on ne sait pas comment ça va s'organiser à partir de la semaine prochaine. Il peut y avoir un regain de cette maladie. Donc, en tout cas, soyez tous prudents et bonne reprise d'activité à ceux qui reprennent le chemin de l'école, le chemin de l'école ou le chemin du boulot. En tout cas, merci et à très bientôt. Bye bye, on reste connecté. Bye bye. À bientôt.